Et j'appelle la communication suivante du docteur Elios Bertin, chirurgie orthognathique, héritage de Delair. Merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur de Vauchel, pour votre invitation pour parler de l'expérience nantaise en chirurgie orthognathique depuis l'héritage de Jean Delair à la médecine personnalisée. Alors, la chirurgie orthognathique est la chirurgie qui vise à corriger les anomalies de la croissance des mâchoires, qu'elles soient congénitales ou syndromiques, comme chez ce patient qui présente, vous l'imaginez, une macromandibule en lien avec une acromégalie où l'hypersécrétion d'hormones de croissance va entraîner une reprise de la croissance mandibulaire avec l'apparition de cette inversée de l'articulé dentaire, entretenue par l'épaississement des tissus mous et notamment de la langue. On appelle ça une macroglossie. Et dans ce cas, la réalisation d'une chirurgie bimaxillaire permet de corriger sur le plan esthétique, architectural, mais aussi fonctionnel ce patient en lui redonnant une fonction masticatoire normale. Alors, sur le plan étymologique, très rapidement, le mot orthognathique vient du grec orthos, qui signifie droit, et gnathos, qui signifie mâchoire. Et c'est une histoire assez récente dans l'histoire de la médecine pour cette chirurgie, puisque la première intervention a été réalisée aux États-Unis au milieu du 19e siècle par le docteur Ullian, qui a pratiqué cette première ostéotomie segmentaire sous-apicale qui visait à corriger une proalvéolie inférieure, le tout bien sûr sans anesthésie, en utilisant des gouttières qui étaient directement cimentées sur les dents. Et puis, chose très intéressante, à la fin du 19e siècle, on voit apparaître la première collaboration entre le père fondateur de l'orthodontie, qui est le docteur Engel, et puis un chirurgien, qui ont pratiqué cette opération dite opération de Saint-Louis, qui était une section sous-condylienne de la mandibule à la scie, cette fois-ci sous chloroforme, en utilisant une gouttière dorée et qui visait à reculer cette mâchoire proéminente. Et puis, l'école de Vienne, avec le docteur Trauner et puis Hugo Wegeser, ont beaucoup démocratisé cette intervention en décrivant toutes les techniques sagittales de clivage de la mandibule. Et puis, bien sûr, l'avènement des plaques d'ostéosynthèse ont permis de démocratiser également cette intervention. Alors, cette chirurgie orthognathique, elle répond à différents objectifs et je crois que M. de Vauchal en a parlé. Il y a un objectif qui est fonctionnel, qui vise à restaurer une occlusion normale, compatible avec les grandes fonctions oromyofaciales, en particulier la mastication. Elle permet parfois de corriger certains syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Et puis, il y a un objectif qui est également esthétique, bien entendu, surtout chez l'adulte. Et dans ce cas, la réalisation des techniques classiques d'ostéotomie du maxillaire et de la mandibule permettent d'atteindre ces objectifs sans grande difficulté. Et l'objectif, il peut être également mixte. Je vous présente l'exemple d'une patiente qui présente une séquelle de polyarthrite juvénile qui retentit à la fois sur sa croissance mandibulaire, vous pouvez noter cette micro-rétro-mandibulie, et également sur sa fonction articulaire avec une limitation des amplitudes articulaires. Et dans ce squelette en croissance, l'une des meilleures solutions chirurgicales, c'est l'utilisation de la greffe chondrocostale de manière bilatérale pour restaurer à la fois la fonction de croissance mandibulaire utile à cet enfant, et puis restaurer également la fonction. C'est ce qui a été fait. Vous voyez des résultats à l'âge adulte qui sont assez spectaculaires. Toute la question est de savoir pour nous, chirurgiens, quel est le diagnostic, bien sûr, et puis quelle est la meilleure stratégie thérapeutique à adopter. Et on peut s'appuyer sur notre examen de la face, étant entendu que l'enveloppe cutanéo-musculaire est un reflet relativement parfait de l'infrastructure squelettique. Alors, les anatomistes, déjà de la Renaissance, avaient défini un certain nombre de critères de normalité de la face avec l'égalité parfaite des trois tiers du visage, quand d'autres voyaient dans la proportion divine la perfection faciale, même si on peut s'interroger sur l'utilisation du nombre d'or à la diversité, du moins ethnique, des visages humains. Je vais vous parler maintenant de ce qu'a proposé le professeur Jean Delair, qui a fait toute sa carrière à Nantes et qui a réussi à modéliser l'équilibre facial idéal sur une simple radiographie de profil. Et en fait, Jean Delair voyait les mécanismes, les muscles, les forces, les équilibres et les proportions sur ces radiographies, là où d'autres ne voyaient que des clartés et des opacités. Et il a créé cette céphalométrie, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est basée sur la croissance et sur l'équilibre fonctionnel,
elle n'est pas basée sur des moyennes ou sur des données, enfin voilà, juste sur des chiffres. Elle est vraiment adaptée à chaque patient et représentée déjà en son temps, dans les années 70, un modèle de médecine personnalisée. Alors, pour comprendre l'analyse de Delair, il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux en matière de croissance faciale et il a beaucoup publié et beaucoup communiqué sur cette croissance faciale, avec tout d'abord, de manière très simple, le gradient céphalique de croissance qui correspond à la mise en place des différents étages du crâne et de la face au cours de la vie embryonnaire, avec le développement premier de l'étage cérébral, suivi de l'apparition de l'étage ventilatoire avec la mise en place en dernier de l'étage manducateur. Et puis au cours de la croissance, la face et le crâne vont progressivement se réduire en taille. Et une fois que la base du crâne et la voûte ont atteint finalement la fin de leur croissance, on peut estimer euh, la proportion faciale idéale en se basant uniquement sur les rapports de cette voûte et de cette base du crâne. Selon Jean Delair, la croissance faciale, elle est intimement liée aux organes de la face et aux fonctions. Par exemple, la croissance sagittale va être influencée par le développement cérébral, par le développement de l'œil et de ses annexes, mais également du septum nasal, de l'épine nasale antérieure, des forces linguales et puis des forces occlusales et masticatoires. Ainsi, dans la dysplasie maxillo-nasale de Binder, l'absence de développement de l'étage nasal va entraîner en conséquence une rétrusion du maxillaire. La croissance verticale, elle réagit aux mêmes matrices fonctionnelles en matière de croissance, auxquelles on peut ajouter la pesanteur et le poids de la face. Ainsi, dans l'hypotonie faciale de Bardet-Biddle, l'absence, ou du moins l'hypotonie masticatoire, va entraîner un allongement du visage et l'apparition d'une béance antérieure qui sera elle-même entretenue par une langue hypotonique et dysfonctionnelle. À l'inverse, dans les cas d'hypercontraction musculaire massétérine et temporale, on va observer un raccourcissement du visage que l'on appelle le syndrome de face courte. Le professeur Picard nous en a parlé. La croissance transversale, quant à elle, elle est dépendante essentiellement de la suture palatine et également de la ventilation nasale et de l'influence de la langue. Ainsi, dans le cas de fente vélo-palatine non opérée, on observe finalement une croissance maxillaire tout à fait normale avec cette arcade parfaitement symétrique, quand l'emploi de certaines thérapeutiques chirurgicales mal menées va entraîner une contraction iatrogène de l'arcade dentaire qui est tout à fait délétère et très difficile à récupérer. Et la mandibule suit, elle, le même schéma, en tout cas de croissance, avec l'existence de matrices squelettiques qui sont indépendantes les unes des autres. Le condyle mandibulaire va surtout influencer la hauteur mandibulaire postérieure, tandis que la branche horizontale de la mandibule, elle, est sous la dépendance de la croissance, enfin du moins de la fonction linguale. Ainsi, dans certains cas de macroglossie, comme c'est le cas chez cette patiente, on va observer ces cas de prognatisme très importants et la correction de ces prognatismes, parfois par un simple recul mandibulaire, nécessitera toujours une glossoplastie de réduction. Dans ce syndrome particulier que l'on appelle la microsomie crâniofaciale, qui entraîne un hypodéveloppement de l'unité condyle de la mandibule associée à une atrophie des tissus mous, en particulier de l'oreille, on peut observer que finalement l'unité condylienne est totalement absente, mais il n'y a aucun retentissement sur la croissance des autres sous-unités squelettiques mandibulaires. De même, l'os alvéolaire est présent, enfin, se développe uniquement du fait de la présence des dents. Et dans la dysplasie ectodermique, on peut observer donc une atrophie de cet os alvéolaire quand les autres sous-unités squelettiques sont finalement normalement développées. En déterminant les dimensions crâniennes et les rapports avec le rachis cervical, l'analyse de Delair définit le squelette facial sous-jacent et on peut ainsi comparer les structures anatomiques du patient à une analyse théorique. Je vous présente ici l'exemple d'un patient qui présente une reprise de sa croissance mandibulaire à droite, qui est communément appelée une hypercondylie dans sa forme horizontale, qui est caractérisée par cette déviation du menton vers la gauche et par cette inversée d'articulé.
Le diagnostic est assez évident finalement sur le plan clinique chez ce patient, mais l'analyse de Delair va nous donner dans le sens sagittal finalement la meilleure stratégie thérapeutique à adopter. Elle va définir notamment la normalité sagittale du maxillaire de la mandibule représentée par cette ligne bleue et faire le diagnostic d'une rétromaxillie, la ligne rouge ici, et d'une promandibulie. La réalisation d'une chirurgie bimaxillaire chez ce patient qui vise à avancer le maxillaire et à reculer la mandibule va parfaitement corriger sur le plan esthétique, architectural et fonctionnel cette déformation. Je vous présente ici un autre exemple d'une patiente qui présente un diagnostic plutôt évident pour nous d'insuffisance verticale postérieure qui est caractérisée par ses angles mandibulaires situés assez hauts, cette rétrusion mandibulaire. L'analyse de Delair, là aussi, va confirmer le diagnostic d'insuffisance verticale postérieure et va surtout nous donner le plan d'occlusion mandibulaire théorique à obtenir après l'intervention. Et va montrer par ailleurs un maxillaire parfaitement positionné dans le sens sagittal. La décision est donc prise de réaliser un allongement de la mandibule sans toucher au maxillaire, en créant, vous le voyez, ces béances postérieures qui sont assez impressionnantes, mais qui vont se fermer spontanément par des compensations dento-alvéolaires du maxillaire. Et à l'issue du traitement, on va avoir ce type de résultat, la patiente en préopératoire, en post-opératoire, avec une correction parfaite de l'anatomie maxillo-mandibulaire. Alors, maintenant qu'on a un petit peu vu l'influence de la croissance sur cette normalité faciale et puis cette analyse de Delair, on peut laisser libre cours à notre imagination en matière de technique chirurgicale. Je rends hommage aussi ici au professeur Mercier à Nantes qui n'a eu de cesse d'appliquer ces concepts et de développer des techniques chirurgicales intéressantes et dont je vais vous présenter quelques exemples ici. Lorsque un allongement mandibulaire est nécessaire, l'ostéotomie verticale rétrospigienne, dite technique de Caldwell-Letterman, consiste en une section verticale du ramus de la mandibule qui permet à la fois un allongement de celui-ci et une avancée de la mandibule. Cette technique, elle est particulièrement intéressante chez des patients qui gardent une articulation temporomandibulaire fonctionnelle, comme chez cette patiente âgée de 16 ans qui présentait, vous le voyez, une insuffisance verticale postérieure de la mandibule à gauche avec une déviation du menton à gauche, qui a bénéficié de cette chirurgie d'allongement de la mandibule, associée d'ailleurs à une ostéotomie mandibulaire droite sagittale tout à fait classique et à une mentoplastie avec un résultat à 1 an de l'opération et à la fin du suivi, 4 ans après sa prise en charge. Cette technique de Caldwell-Letterman nécessite le plus souvent un abord extra-oral. C'est pourquoi dans le service, nous avons développé une autre technique endobuccale qui permet à la fois l'allongement et l'avancée de la mandibule avec des résultats tout à fait spectaculaires également sur la correction de ces grandes insuffisances mandibulaires. Bien sûr, il ne suffit pas de vous montrer des techniques qui marchent bien, qui sont jolies, il faut aussi les évaluer. Et aujourd'hui, l'utilisation des imageries tridimensionnelles et des logiciels qui permettent de comparer les imageries préopératoires à post-opératoires nous permettent d'analyser précisément les phénomènes de résorption osseuse que l'on peut obtenir sur nos ostéotomies. C'est ce que l'on a fait, par exemple, dans cette technique d'ostéotomie sagittale qui nous a permis de mettre en évidence des phénomènes de résorption qui se localisaient principalement au niveau de l'angle mandibulaire et finalement assez peu au niveau du condyle de la mandibule. La greffe chondrocostale, on en a un petit peu parlé également aujourd'hui, est une technique qui est très très intéressante, en particulier chez l'enfant, lorsqu'il existe une atteinte du centre de croissance, mais également chez l'adulte. En tout cas, ça représentait une ancienne technique avant l'avènement des prothèses d'articulation. En cas d'ATM non fonctionnel. Pour cela, la 5e ou la 6e côte sont prélevées par une incision sous-mammaire et sont apposées à la place du condyle mandibulaire défaillant par une voie sous-angulo-mandibulaire. Ce patient, par exemple, qui présentait une microsomie crânio-faciale pas très évoluée du côté droit, a reçu un greffon costal du même côté, ce qui permet, vous le voyez, de créer une béance interdentaire très importante qui libère la croissance du maxillaire. Et l'avantage de ce greffon costal, c'est une croissance tout au long de la phase pubertaire sous l'influence des facteurs hormonaux de la puberté.
avec une symétrisation qui va rester au fil du temps, mais qui nécessite quand même, dans le cas de ces grands syndromes malformatifs, des ostéotomies secondaires. C'est ce qui a été fait chez ce patient avec une ostéotomie du maxillaire et du menton à la fin de l'adolescence. Chez l'adulte, je vous le disais, avant la mise en place des prothèses d'ATM, la greffe costale était un traitement de référence. Il s'agit d'un cas assez ancien du professeur Mercier chez une patiente qui présentait des séquelles de polyarthrite rhumatoïde avec cette insuffisance, vous voyez, postérieure de la mandibule, une rétrusion mandibulaire et puis une atteinte surtout fonctionnelle. Et l'utilisation d'un double greffon costal a permis de restaurer les critères esthétiques et fonctionnels chez cette patiente. Je vous l'ai dit, la croissance du maxillaire et une ventilation nasale perméable sont intimement liées. Et l'obstruction nasale chronique va entraîner des dysfonctions qui eux-mêmes vont parfois provoquer ou favoriser des dysmorphoses. Et il ne faudrait pas que la correction chirurgicale de cette dysmorphose vienne aggraver les troubles de la ventilation nasale. Dans les syndromes de face longue, qui sont liés principalement justement à cette insuffisance de ventilation nasale, les patients nécessitent des impactions du maxillaire relativement importantes, pouvant aller jusqu'à 10 mm. Et il n'est pas question qu'en impactant ce maxillaire, on réduise la taille des fosses nasales. Et c'est pourquoi, dans le service, nous utilisons la technique du Lefort 1 en fer à cheval, qui permet de séparer l'arcade dentaire sans toucher au plateau palatin pour remonter l'ensemble de l'arcade sans réduire le volume des fosses nasales, avec des résultats qui sont toujours assez extraordinaires et sans conséquence sur cette ventilation nasale. Je vous présente un deuxième exemple ici. Je termine un petit peu sur ça pour vous dire que aujourd'hui, le présent et puis le futur de cette chirurgie orthognathique, c'est probablement l'utilisation du flux numérique pour la planification de nos interventions, pour l'impression des gouttières chirurgicales de positionnement des mâchoires, l'impression éventuellement de guides de coupe ou de plaques préformées. C'est déjà ce qui se fait dans la plupart des services en France. Et finalement, notre céphalométrie de Delair, elle s'est adaptée aussi à ce flux numérique. On peut parfaitement la superposer à nos logiciels de planification pour déterminer la position idéale des mâchoires, même s'il faudra la faire évoluer vers un modèle également 3D et pas seulement sur un modèle sagittal. Et c'est tout ce que nous réserve l'avenir dans cette discipline. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour ces résultats impressionnants. Et puis l'héritage, hein, effectivement, là, de M. Delair, cette espèce de réflexion qu'il a menée et qui, justement, lie la fonction et la forme avec cette spécificité de l'infrastructure osseuse du visage et du crâne, d'être effectivement un os à croissance membraneuse et donc sous la dépendance des sollicitations mécaniques qui s'appliquent dessus. Qui souhaite poser à l'orateur digne successeur de M. Delair et de Jacques Mercier et de l'école nantaise, qui souhaite poser une question. Allez-y, je vous prie. Oui, je me permets de reposer une question. Jean-Marie Luminor, Strasbourg. Par rapport au lien entre origine et morphologie, c'est-à-dire que souvent est revenu dans votre expression et dans les travaux le fait qu'une face longue est liée à une insuffisance respiratoire. Mais est-ce qu'une face longue n'est pas quelque chose qui est hérité? Vous avez des familles à face longue. Et donc, est-ce que ce n'est pas l'inverse? C'est-à-dire que finalement, on a une face longue et que du coup, on peut observer une insuffisance respiratoire. Moi, je pense que la part génétique, et en particulier quand on regarde les différentes populations régionales, nationales et internationales, la part génétique est fondamentale, bien plus que la part fonctionnelle. Donc, c'est l'œuf et la poule, quoi. Et puis le deuxième petit point, c'était par rapport aussi à cette diversité. Je pense que l'étude de la variabilité est fondamentale. Et quand vous parliez de variation ethnique, de permettre que, comme ce sont des sujets sensibles, ethnique, c'est la culture. Hein. Donc, ce sont des variations géographiques ou génétiques. Mais l'ethnologie, ou tout ce qui est ethnique, c'est bien la culture. Et donc, la culture peut avoir une influence, mais c'est dans le cas de déformation volontaire, d'avancement, d'allongement du cou. Mais le terme ethnique est finalement quelque chose qui doit être resté très précis. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Donc, simplement, c'est peut-être la poule et l'œuf, si vous avez... Difficile à- Non, vous avez sûrement raison, il y a la part en effet héritée. C'est difficile de faire la part des choses. Après, bien sûr, on a
un certain nombre d'enfants qui nous sont adressés avec des faciès de face longue, très dysfonctionnelles. En effet, c'est difficile de faire la part des choses. On sait aussi qu'en ne faisant rien, en ne rétablissant pas la ventilation nasale chez ces enfants, le phénomène va s'aggraver en tout cas. Alors bien sûr, peut-être qu'ils ont dès le début ce syndrome de face longue qui est hérité, mais en tout cas, il est important de corriger cette fonction nasale si on ne veut pas voir aggraver en tout cas le phénomène. Et puis cette ventilation orale qui se met en place et qui va entraîner tout un tas de déformations. J'en ai pas parlé, le rétrécissement du palais, enfin l'endomaxillie, l'apparition d'une béance antérieure, parfois associée à une dysfonction de la langue. Donc il y a quand même un rôle, on le sait, entre la fonction, bien sûr, et la dysmorphose, mais il y a sûrement une part héritée aussi. Et je vous remercie pour votre commentaire et je changerai ce mot. Merci. Oui, pour ethnie, oui, oui, peut-être, effectivement. D'autres remarques, questions? Docteur Rosenbaum. Je me rends envie de poser une question globalement sur les muscles du visage, sur le fonctionnement du visage. Il existe actuellement, on développe des exosquelettes pour la mobilité, etc. Est-ce qu'on pourrait envisager un endosquelette qui permet d'animer le visage associé justement à ces greffes de visage? Euh, alors, c'est amusant. Enfin, le terme n'est pas forcément adapté, mais cette question a été vraiment un peu dans la fiction, bien sûr, parce que miniaturiser aujourd'hui les exosquelettes pour arriver à ce que on puisse aider la fonction faciale par une sous-tension. Vous avez vu les points, chacun des points de la reconstruction géométrique. Lors du début des travaux et des discussions avec certains chercheurs, c'était bien sûr une vision finalement pour permettre d'avoir une stimulation, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit plus rapide. Ça reste encore du domaine de la fiction parce que si vous avez vu les exosquelettes aujourd'hui, ils sont quand même très très encombrants. Et lorsque j'avais posé la question, effectivement, c'est peut-être une perspective très, très à long terme, mais ça pourrait être effectivement une perspective d'aide à une récupération certainement plus rapide et plus efficace. Et toutes les données qu'on est en train de collecter, elles permettront peut-être dans un futur un peu lointain d'aider à cela. Oui, en plus de ça, enfin, il y a un élément important au niveau des muscles postiers de la face, enfin, Stéphanie est d'accord, c'est qu'en définitive, chaque muscle ne fonctionne pas de façon séparée, un petit peu à l'opposé. Quand on voit le schéma de Duchesne de Boulogne au XVIIIe siècle, là, quand telle stimulation musculaire entraînait telle révélation de telle émotion ou de tel sentiment, en fait, il ne se passe pas de mouvements du visage qui ne mettent en jeu la quasi-totalité des muscles postiers de la face, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. Ce qui fait que repenser, si vous voulez, quelque chose qui peut permettre de refaire fonctionner les muscles nécessiterait qu'il y ait préalablement une repensée des connexions musculaires entre eux. Enfin, je crois que le terme qui avait été utilisé par les anatomistes, enfin les élèves de Tessier, quand on parlait de système musculo-aponévrotique superficiel, dit bien, même s'il est remis quelquefois un petit peu en question par quelques dissections anatomiques, mais le système musculo-aponévrotique superficiel dit bien ce qu'il en était de la globalité des structures musculaires et donc d'un nécessaire fonctionnement les uns avec les autres. Merci beaucoup.